Assalamu alaikum, Slimane. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu? Bah écoute, en forme, ravi que tu m'aies invité dans ce podcast. Bah écoute, je te souhaite la bienvenue. Je suis vraiment très contente de pouvoir avoir l'occasion de te poser quelques questions. T'es partant pour qu'on y aille tout de suite? Vas-y, Ok. on est prêt. Alors, la première question, je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, c'est si tu devais résumer en une phrase ce qui t'a poussé à être entrepreneur, ce serait quoi? Alors je vais même te résumer en un mot. Je serais capable de te résumer en un mot, je dirais l'environnement. Pourquoi? Parce que il faut que les gens se rendent compte qu'on est tous influencés dans nos choix par l'environnement dans lequel on évolue. Et moi très tôt, même si mes parents n'étaient pas entrepreneurs, moi j'ai eu la chance de côtoyer des entrepreneurs et c'est eux qui m'ont donné envie en fait. D'accord. Donc c'était pour avoir un environnement différent du salariat, tu savais déjà que tu voulais être entouré d'entrepreneurs, de gens motivants, de gens… Exactement. Quand je vois quand je voyais ce que l'entrepreneuriat apportait dans la vie, comme confort matériel, comme liberté, etc., je me dis c'est absolument ça qu'il me faut plus tard. Et c'est ça qui m'a au final poussé à faire le choix de l'entrepreneuriat. Donc à quel moment tu as su que l'entrepreneuriat était vraiment fait pour toi? C'était quoi le déclic ou peut-être même la galère qui t'a ouvert les yeux? Alors si je devais en citer une, c'est très clairement le fait que moi j'habitais dans un quartier quand j'étais jeune. Je voyais ma mère qui galérait pour payer les factures, pour payer à manger, elle était femme de ménage. Et au milieu de tout ça, j'avais un oncle qui venait régulièrement à la maison et lui il était entrepreneur. Vraiment, il y a une chose qui m'a marqué et qui peut-être au final a été le déclic, j'en sais rien parce que parfois les choses partent d'une étincelle, c'est que lui, il était à l'aise. Il mangeait tout le temps au restaurant. Quand il y a eu l'avènement du téléphone portable dans le début des années 2000, lui, il avait un téléphone portable. Et je me dis, c'est ça être entrepreneur. Moi, je veux trop être entrepreneur. Il mange au resto quand il veut payer un truc, on allait en vacances avec lui, il nous sortait en vacances et puis il avait un téléphone portable alors qu'avec un maigre salaire de femme de ménage, tu ne pouvais pas te permettre tout ça. Et c'est ça, vraiment, qui m'a fait comprendre au final ce que c'était que la liberté financière et qui m'a donné envie d'être entrepreneur. Tu peux nous rappeler où est-ce que tu as grandi, d'où est-ce que tu viens? Moi, j'ai grandi dans un quartier de l'agglomération lilloise. La cité de l'île Moulin-Belfort, c'est un des quartiers les plus craignos, on va dire ça comme ça, de Lille. Ouais. D'accord. Et tes origines? Quelles sont tes origines? Alors, mes origines sociales ou mes origines ethniques? Mes deux parents sont algériens et plus précisément de Kabylie. Donc, je suis kabyle 100%. D'accord. Voilà. C'est une grosse dédicace d'ailleurs à tous les Kabyles qui te regardent. Et tous les Algériens aussi. Et tous les Berbères et tous les Français, le pays dans lequel j'ai grandi. Oui. Alors, on va continuer sur le thème de l'entrepreneuriat. Alors, on sait que beaucoup d'entrepreneurs parlent de liberté, mais en fait, le mot liberté, on peut mettre ce qu'on veut sur ce mot, derrière ce mot. Et toi, pour toi, la liberté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors, tu fais bien de parler des clichés parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont un peu réducteurs dans le concept de la liberté, et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, où on n'arrête pas de parler de liberté financière, un peu de liberté géographique. En fait, ça ne se résume pas à ça, la liberté. Certes, on a besoin d'argent pour pouvoir mettre en place des choses dans la vie, financer des projets, éduquer nos enfants, s'expatrier, avoir une plus belle maison avec un plus grand salon, des plus grandes chambres. Ok, mais ce n'est pas tout, parce que quand on se rend compte que ce n'est pas le matériel qui, au final, nous donne ce sentiment d'accomplissement au quotidien, il faut aller la chercher ailleurs, au-delà de ça, la liberté. Il y a la liberté financière, la liberté géographique, le fait de pouvoir bouger où tu veux, quand tu veux. Et il y a aussi la liberté, surtout de pouvoir gérer ton temps comme tu le veux. Ça, on l'oublie, mais la grosse différence entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est que tu as la main mise sur ta denrée qui est la plus précieuse au final. C'est pas ton argent. L'argent, c'est extensible. C'est ton temps. Tu n'auras jamais que 24 heures dans tes journées, même si tu deviens un grand roi, un grand ministre, un grand chef d'entreprise, etc. D'accord? Donc c'est la maîtrise de ton temps, d'accord? Faire ce que tu veux de ton temps et aussi pouvoir vivre en accord avec tes valeurs. Et quand tu vois le nombre de salariés qui viennent me voir ces dernières années en me disant « Slimane, j'ai mis tout de côté, mon temps, mon énergie, mes valeurs pour une carrière professionnelle et un patron qui n'est même pas reconnaissant au final de ce que je fais », c'est pas rentable. Et je lui dis, t'as raison, c'est pas rentable. Parce que ce qui nous donne la réelle sensation de bonheur au quotidien, une fois que tu as acheté ta maison, que tu as un SUV, que ton épouse elle a un SUV, que tu manges au resto quand tu veux, que tu as mis tes enfants dans des grandes écoles,
ça y est, après le soufflet, il redescend. Tu te demandes what's next, quoi. C'est quoi la suite? Quand tu as ce luxe de pouvoir vivre en accord avec tes valeurs sans que personne n'ait quoi que ce soit à redire là-dessus, là tu te dis c'est ça le luxe de l'entrepreneuriat, c'est ça la vraie liberté. Et alors je te le souhaite pas, mais si demain tout s'arrêtait, qu'est-ce qui te manquerait le plus dans ta vie d'entrepreneur? En gros, tu es en train de me dire si demain je peux plus être entrepreneur et je dois redevenir salarié. Ouais. Alors, déjà c'est inimaginable. Alors tu te retrouves à la retraite peut-être. Ce qui me manquerait le plus, c'est le fait, je pense, quand tu es entrepreneur, parce qu'il ne faut pas confondre une belle vie, une vie d'entrepreneur, une vie faite de liberté, comme on vient de l'évoquer dans la conversation précédente, ce n'est pas une vie sans effort. Et moi, je pense que ce qui me manquerait le plus, et ça doit arriver à beaucoup de gens qui sont très actifs dans leur vie professionnelle, ce qui me manquerait le plus, c'est de me sentir vivant avec tous les efforts qu'on fait au quotidien, parce que les efforts, certes, c'est difficile, ça nous éprouve, mais ça te donne le sentiment d'accomplissement, le sentiment de te sentir utile et de te dire voilà, j'ai obtenu telle chose, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, je peux aller en vacances, etc. Et je l'ai obtenu grâce à mes efforts. Je pense que si du jour au lendemain je devais m'arrêter d'être entrepreneur, c'est ce qui me manquerait le plus. C'est intéressant ce que tu dis sur l'accomplissement parce qu'en fait, on sait qu'on a étudié le bonheur et on sait que ce qui rend heureux, c'est de se fixer des objectifs et d'accomplir ces objectifs. Et que l'être humain, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux parce que finalement, ils n'ont pas d'objectifs, ils avancent à la tête dans le guidon. Et toi, en fait, comment déjà tu te fixes tes objectifs? Comment est-ce que tu fais le tri, par exemple, tous les rêves que tu as pour les transformer en objectifs? Comment tu te fixes tes objectifs? Et ensuite, comment tu fais pour atteindre tes objectifs? D'accord. Déjà, tu reviens sur une notion très importante, c'est la notion d'avoir des objectifs. C'est tellement important dans la vie d'avoir des objectifs que les experts en efficacité, ils en ont écrit des livres. Brian Tracy, tu dois certainement connaître, il a écrit un livre, il s'appelle « Objectif ». On ne va pas faire plus clair. Un mot, objectif. Ça montre à quel point c'est important. Mais en même temps, quand tu interroges la population, les gens du commun, 97% des gens, ils n'ont pas d'objectif précis. Et ils s'étonnent derrière que tu tournes en rond. Mais c'est normal, parce que si tu n'enseignes pas à ton cerveau une ligne de mire, un endroit vers où avancer, par défaut, et tu vas aller un jour par-ci, un jour par-là, un jour devant, un jour derrière. Là, tu tournes en rond. Et quand on explique ça aux gens, c'est évident. Mais ça permet de faire découvrir aux gens que parfois, la solution, elle est très simple. La solution à leurs déboires, à leurs problèmes, à leur mal-être qui est profond chez beaucoup de gens aujourd'hui dans la société. Moi, je rencontre beaucoup de monde depuis des années du fait de mon rôle de coach et de mentor. Et aussi dans le cadre de ma profession d'entrepreneur. Mais c'est incroyable à quel point le simple fait de se fixer des objectifs alors qu'on n'en avait pas avant peut changer ta vie du tout au tout. D'accord ? Donc, comprendre à quel point c'est important d'avoir des objectifs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des process neuroscientifiques qui expliquent la raison pour laquelle ton cerveau il va être beaucoup moins performant entre la situation où tu dois fixer des objectifs, tu as transmis des objectifs à atteindre et la situation où tu n'en as pas transmis. Mais déjà, prendre conscience de l'importance extrême d'avoir des objectifs. Deuxièmement, se fixer un objectif, c'est simple. T'apprends ça, tu devrais apprendre ça à l'école, mais tu apprends ça généralement quand tu deviens cadre en entreprise. C'est le fameux concept du SMART. Un objectif doit être spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel. Spécifique, c'est-à-dire précis. Je veux être riche, c'est pas précis. Tu dis ça à ton cerveau, il va peut-être t'orienter vers des actions qui vont te faire gagner 200 € en plus par mois. C'est pas ça être riche. Mesurable, il faut qu'il y ait un instrument de mesure. Je veux gagner 20 000 € net par mois, c'est mesurable. D'accord ? Le jour où tu auras gagné 20 000 €, tu dis j'ai atteint mon objectif. D'accord ? Ambitieux, si tu gagnais 1 200 € avant et que maintenant tu veux gagner 20 000 €, c'est ambitieux. Mais le R de SMART, c'est réaliste. Ça veut dire que si tu commences à te fixer des objectifs qui sont inaccessibles, au final tu vas gagner que de la démotivation. Est-ce que c'est gagner 20 000 € par mois, c'est réaliste ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? C'est réaliste parce qu'il y a plein de gens avant toi, des dizaines de milliers de personnes avant toi qui en un an sont passés de 0 à 20 000. D'accord ? Et temporel, il faut se fixer le deadline. Parce que, comme l'explique d'ailleurs Brian Tracy lui-même dans le livre que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle Objectif, si tu n'indiques pas une deadline à ton cerveau pour réaliser tes objectifs, c'est la procrastination. Ton cerveau, il dit, c'est pas urgent. Donc, je repousse à demain. Mais le lendemain, tu n'as toujours pas de deadline. Donc, il dit, je repousse à demain jusqu'à ne jamais le faire. D'accord ? Donc, c'est comme ça que je me fixe les objectifs. Et le minimum, la team, j'insiste vraiment auprès de toutes celles et ceux qui vont écouter ce podcast, c'est qu'il faut prendre le temps au moins une fois par an pour poser à plat tous les objectifs de l'année qui va arriver
Et ensuite, il faut vérifier chaque semaine l'avancement de nos objectifs. Si tu ne fais pas ça, tu finiras par délaisser tes objectifs et ne pas les atteindre. Et justement, ça revient aussi à l'organisation. Qu'est-ce que tu peux donner comme grands tips au niveau de l'organisation? Parce que clairement, on sait qu'un entrepreneur, s'il n'est pas organisé, s'il ne planifie pas, il va se retrouver dans un état de stress incroyable parce qu'il aura plus de tâches à faire. Il sera plus productif. Il sera dans un brouillard mental, etc. Et toi, qu'est-ce que tu peux donner comme les grandes lignes dans l'organisation? Parce qu'on sait qu'il faut vraiment une méthode, c'est plus poussé vraiment ce que tu enseignes. Mais c'est quoi vraiment les principales étapes à mettre en place pour une bonne organisation? D'accord. Alors déjà, toi tu dis des conseils d'organisation à un entrepreneur qui, s'il n'a pas d'organisation, va être vite débordé. Mais moi je vais aller plus loin, je vais m'adresser aux gens qui sont entrepreneurs, qui ont en plus une famille à gérer. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent ces dernières années. Si tu es entrepreneur, qu'en plus tu es maman, que tu es épouse, et pour peu que tu es engagé associativement, etc., comme beaucoup aussi de personnes qui nous suivent le sont, c'est là que tu te dis, mais c'est impossible sans système d'organisation. Alors la base, parce qu'effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on en aurait pour tout le podcast, l'organisation c'est une science à part entière, qui s'apprend et que bizarrement on a oublié de nous apprendre à l'école. Tous les gens ambitieux ont maîtrisé la science de l'organisation, de la gestion du temps et de ce qu'on appelle aussi parfois l'efficacité personnelle et professionnelle. Donc la base de ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que c'est une science. Deuxièmement, il faut dans tous les cas avoir un système d'organisation externe à ton esprit. Parce que le problème des gens qui sont dans un brouhaha mental, comme tu le disais tout à l'heure, un brouillard mental, c'est qu'ils laissent tout s'accumuler dans leur esprit. Entre les rendez-vous qu'ils ont, parfois il y a des gens, ils ont 40 ans, ils n'ont pas d'agenda. Tu ne peux pas être ambitieux si tu n'as pas le minimum de l'organisation, c'est-à-dire un agenda. Ce n'est pas possible. Et encore, c'est un peu plus poussé que ça en réalité. Mais sans entrer dans les détails, déjà il faut avoir un système extérieur à ton esprit. Parce que si tu laisses à ton esprit, à ton cerveau, la responsabilité de se rappeler de chaque chose au bon moment, ben c'est là que ton cerveau il sature. Parce que tant que tu n'as pas accompli une chose, eh ben, y a comme un effet de quelqu'un qui tape aux portes de ton esprit en permanence. Donc si tu as un rendez-vous vendredi à 11h chez le dentiste et que tu ne l'as pas mis dans un endroit externe à ton esprit qui est capable de te le rappeler au bon moment, eh ben, c'est ton esprit qui doit s'en charger. Et jusqu'à vendredi 11h, si on est lundi, eh ben, ça va taper en permanence dans ton esprit. T'imagines? Et ça, multiplié par parfois 300 tâches, 300 affaires en cours dans notre existence, entre le rendez-vous chez le dentiste, entre le fait que tu ne dois pas oublier d'inviter ton grand-oncle parce que tu as un repas de famille samedi, tu ne l'as pas encore invité, entre la chambre que tu as promis de repeindre pour ta fille qui est ado et qui veut qu'on repeigne sa chambre et que tu n'as pas mis dans un système externe à ton esprit, tout ça, ça tape en permanence dans ton esprit et c'est là que les gens commencent à saturer. Donc il faut vider ça de ton esprit et mettre ça dans un système d'organisation externe. Je ne veux pas détailler un système d'organisation parce que c'est quand même complexe, mais s'il y a bien un tips que j'aimerais donner pour transformer ton organisation et ta productivité du jour au lendemain en investissant, allez, on va dire 15 minutes maximum par jour, c'est d'avoir un carnet. Un carnet, je n'ai pas dit un agenda, c'est pas pareil. Un carnet dans lequel tu vas noter chaque fois la veille au soir, au plus tard, ce que tu dois faire le lendemain. C'est un carnet de planification de ce que tu dois faire le lendemain et tu le notes la veille. Comme ça, dès la veille, tu prépares ton cerveau à trouver des solutions pour faire en sorte que ta journée, elle ressemble comme toi, tu aimerais qu'elle ressemble. Et comme ça, dans ta journée, tu vas noter tout de A à Z, depuis ton lever au coucher. Même le moment où tu brosses tes dents, 8h, je me brosse les dents. 8h15, méditation. 8h30, lecture du Coran. 9h, petit-déj. 9h15, je prends la route pour aller au bureau, etc., etc. À la demi-heure près. En faisant ça, tu prépares ton cerveau à trouver des solutions pour que ta journée elle se passe comme tu le veux. Et surtout, comme tu as rempli ta journée consciemment avec des choses qui te sont utiles, qui vont te permettre d'avancer dans la vie, dès que dans la journée, le lendemain, tu seras tenté par une distraction. Une copine qui vient de s'embrouiller avec sa collègue et qui pleure, qui a envie de déverser ses émotions sur toi pendant 1h30. Tu dis, je suis désolé ma copine, malgré tout mon amour pour toi, malgré toute ma fraternité pour toi, je peux pas, j'ai pas le temps. Parce que sur ton carnet, consciemment, la veille, tu as décidé qu'au moment où ta copine elle t'appelle en pleurs, tu peux prendre 10 minutes avec elle. D'accord? Mais pas 1h30. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas le temps, quand je suis ambitieux, d'être 1h30 dans la complainte. C'est juste un exemple, mais tu conscientises tout ce que tu fais, comme ça, tu n'es pas tenté par les distractions qui vont te faire perdre du temps dans ta vie.
Et je pense aussi que ça permet vraiment de se prioriser soit en tant que, aussi bien de manière pro que perso, de vraiment mettre les tâches qu'on veut accomplir et pas laisser tout le monde nous balancer leurs objectifs à eux. Oui. Exactement. Et surtout qu'en général, les autres personnes, ils font pas forcément la différence entre urgent, pas urgent, important, pas important, etc. Donc, ça permet vraiment de se prioriser. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens aussi pour apprendre à se prioriser? Parce qu'un entrepreneur, il peut pas entreprendre s'il se met pas en premier dans sa vie, s'il n'a pas aussi appris à dire non, etc. Donc, comment est-ce que tu dirais à un entrepreneur de se prioriser et d'être aussi à l'aise avec le fait de se prioriser, parce que parfois on ne se donne pas l'autorisation. Ouais, c'est une question de confiance en soi, d'estime de soi. Surtout, il y a deux choses. La première, elle est liée justement à la planification. Il y a certains experts qui disent, quand tu fais ta planification justement, quand tu organises ton année, ton mois, tes semaines à l'avance et tes journées, la veille ou plus tard la veille pour le lendemain, commence par planifier le temps que tu vas prendre pour toi. Quand j'ai le temps pour toi, le temps pour faire des choses que toi t'aimes, pour tes loisirs, pour te reposer, d'accord ? Faire des choses que tu aimes. Donc déjà, le fait de planifier, ça permet de bloquer un temps pour soi. Et les gens qui planifient pas, comme ils sont tout le temps la tête dans le guidon, le travail, le métro, le boulot, Netflix, qui s'est mis entre les deux, les enfants, etc., comme ils planifient pas, rarement ils prennent le temps de bloquer un moment pour eux. Et ça mène au burn-out, etc. Donc déjà, mettre en place un système de planification où tu bloques chaque semaine un temps pour toi, au moins 2 heures. Va chez le coiffeur, va chez l'esthéticienne, regarde-toi un film avec un truc une glace Ben & Jerry's ou du popcorn, j'en sais rien. Mais bloque du temps pour toi. Et la deuxième chose que je conseillerais aux entrepreneurs qui veulent vraiment se prioriser pour pouvoir être durable, pour pouvoir vivre avoir de la longévité et pas péter un plomb, c'est de savoir mettre des stops. Voilà, poser des stops aux gens. Parce que si tu regardes bien, si tu te laisses trop faire, si tu es trop effacé, si tu n'as pas assez confiance en toi et tu n'as pas assez d'estime de toi-même, il y aura toujours quelqu'un qui va venir t'imposer ses objectifs à lui. Si ce n'est pas ton patron, c'est un cousin. Si ce n'est pas un cousin, c'est une amie, mais qui est en vérité jalouse de toi, etc., etc. Donc il faut apprendre à mettre des stops, parce que sinon les gens ils profitent de toi et tu te retrouves à traverser ta vie juste pour remplir les objectifs des autres au détriment des tiens. Et qu'est-ce qu'ils ont préparé, les autres, pour nous? Alors, Jim Rohn, si vous n'avez pas la ref, Caroline, elle a la ref, c'est comme disait Jim Rohn, c'est-à-dire si toi, tu n'as pas un plan pour toi, il y a les autres, t'inquiète pas, ils ont un plan pour toi. Ton patron, c'est pas ton patron, c'est la société, le système dans lequel tu vis. Et devine dans leur plan ce qu'ils ont prévu pour toi. C'est quoi la réponse? Pas grand-chose, malheureusement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis en plus, c'est même pas une question de... Parfois... On peut croire que les autres sont mal intentionnés vis-à-vis de nous, qu'ils nous balancent tous leurs objectifs, leur etc. Mais en fait, c'est à nous de reprendre le contrôle de notre vie. Poser les limites, savoir dire non et s'imposer. Et ça va passer par une phase de peut-être un peu de friction, mais c'est nécessaire. Ouais. C'est important parce qu'il y a des gens qui se sont laissés faire pendant 20 ans, 30 ans. C'est pas du jour au lendemain où tu dis je me transforme, je mets ma cape et je dis à tout le monde qu'est-ce qu'il y a. Moi je fais rien, j'arrête de vous aider, etc. Non, tu peux continuer à aider les gens. Faut pas confondre. C'est juste qu'il faut savoir mettre des limites et pas que les autres t'imposent leurs objectifs au détriment des tiens. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre l'exemple tout à l'heure de la copine. C'est quelqu'un que t'aimes, la copine, que tu as envie d'aider, mais qui vient se décharger sur toi pendant 1h30 pour un truc futile. Elle s'embrouille avec sa collègue, elle fait 15 minutes de méditation, ça lui prend 15 minutes au lieu d'1h30, et toi, ça te fait économiser 1h30 qu'elle t'a demandé de prendre pour elle pour que tu l'écoutes et qu'elle se décharge. Tout est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Justement, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante où on va vraiment parler de tes routines, de ton équilibre. Ça, c'est important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneur moderne, c'est quelqu'un, aussi l'entrepreneur qui réussit vraiment, c'est quelqu'un qui, à la fois, en équilibre vie pro, vie perso. Parce que si tu es H24 dans ton business et que ça va pas dans ton couple, ça va pas avec tes enfants, tu as délaissé le sport, tu manges mal, c'est pas une réussite. Et aussi, malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui délaissent leur vie spirituelle. Donc, qu'est-ce que c'est une journée type de Slimane avec des enfants, un business et des clients à gérer? Et donc, je suppose que ça doit être sportif. Tu fais bien de le rappeler parce qu'un vrai entrepreneur, en général, il a aussi des enfants, il est engagé dans des ONG, d'un point de vue humanitaire, etc. Tu vois, il y a des gens qui ont construit des empires dans l'entrepreneuriat et qui, à côté, font plein de choses.
ils font du sport, ils ont une vie de famille, et ils sont investis dans des œuvres humanitaires, etc. Comment ils font? Déjà, ils dorment moins que la moyenne des gens, mais ils dorment. Vraiment, ils dorment. Et ils ont un temps pour tout. C'est le b.a.-ba de l'organisation, les 20-80 de l'organisation, c'est de se rappeler qu'ils font un temps pour tout. Et si tu observes les journées d'un grand leader, tu t'imagines, c'est toujours des journées incroyables, avec des choses incroyables. Non, un vrai leader, il n'est pas obligé de faire un truc, sauter en parachute tous les jours, ou ce qui est de cet ordre. La base, moi, je vais donner celle que je connais le mieux, c'est mon organisation à moi. D'accord ? Ma journée type, ça donne quoi ? Je me lève le matin. Alors, moi, mon sommeil optimal, je vous conseille aussi de le calculer, parce que tout part de là. Sans sommeil, on n'est pas productif. Et donc, il faut faire très attention. L'idée, c'est pas de se dire, ouais, je vais être productif du jour au lendemain, je dors que 3 heures par nuit. Moi, ça varie de la physiologie, d'une physiologie à une autre, d'une personne à une autre. Moi, ma durée de sommeil optimale, je l'ai calculée, elle est environ de 6h30. D'accord ? Donc, ma journée optimale, c'est la suivante. Je me couche à 22h30, 23h maximum. Donc, tu comptes 6h30 de sommeil. Quand je me couche à 23h, c'est maximum 5h30, je dois être debout. D'accord ? Ensuite, une fois que j'ai debout, donc je fais ma toilette, je fais mes ablutions. Si c'est l'heure de la prière, je fais la prière. Ensuite, j'ai une période pour mes invocations. Ensuite, j'ai une période pour faire de la lecture, soit le Coran ou autre chose. Ensuite, je prends le petit-déj. Ensuite, je démarre ma journée de travail. Et ma journée de travail, avant d'arriver au soir, et là, on rebascule sur des routines qui ressemblent à celles du matin. Le soir, moi aussi, je mange, je fais des invocations pour terminer la journée sur le bien, comme je l'ai commencé sur le bien, et puis pour les bénédictions, je récite le Coran, comme j'avais fait le matin, etc. Mais ma journée de travail, elle est composée de 2 parties, en général. Il y a un bloc, le matin, où je suis le plus frais intellectuellement, où je vais m'adonner aux activités qui me demandent le plus d'efforts intellectuels. Je te donne un exemple. Par exemple, je dois faire de la rédaction. Je bosse par exemple sur mon prochain livre. Je vais le faire le matin. Là où mon énergie mentale, elle est le plus intacte. Et ça, c'est un piège dans lequel tombent plein de gens, c'est qu'ils sont tentés de faire le matin ce qu'il y a de plus facile. Commencer par ce qu'il y a de plus facile. Mais non, justement, ce qu'il y a de plus facile, ce qu'il y a de routinier, ce qui ne demande pas trop d'efforts intellectuels, fais-le le soir où tu es rincé et où tu n'as plus besoin de beaucoup d'énergie mentale. Donc mon premier bloc le matin, c'est ce qui me demande le plus d'énergie intellectuelle et je bosse en général sur des projets moyen terme, long terme, des projets d'envergure que je suis en train de développer. Par exemple, lancer un nouveau programme de formation, bosser sur un de mes prochains tournages, sur mon prochain livre, etc. etc. D'accord ? Et l'après-midi, d'accord, soit j'ai des rendez-vous divers avec des partenaires, avec des employés, etc. Et aussi, en fin de journée, donc dans la deuxième partie de l'après-midi, je fais la routine à laquelle tout le monde doit s'adonner, enfin les tâches du quotidien. Si j'ai des trucs administratifs à faire, je dois payer une facture, ce genre de choses, d'accord ? Et le soir, après, une fois que le coucher du soleil a eu lieu, je repars dans mes routines, qui ressemblent à celles du matin. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de l'équilibre vie pro, vie perso, donc c'est un secret pour personne, tu as des enfants. C'est quoi tes routines justement avec tes enfants pour garder vraiment... parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs qui tombent dans ce piège, c'est de délaisser leurs enfants ou de ne pas leur accorder... Ou leur famille plus par extension. Voilà. Et donc, c'est quoi tes routines, par exemple, avec tes enfants ? Regarde, ça me fait penser à ce que disait un de mes mentors, que j'aime beaucoup, qui est un personnage très humble, très intelligent, très humble, qui est très célèbre dans le monde de l'efficacité personnelle et professionnelle, qui s'appelle Robert Dills. Il est américain, c'est le numéro 1 mondial de la programmation neurolinguistique. Et un jour, j'étais en séminaire avec lui et il a parlé d'Elon Musk. Et pourtant, sa volonté, c'était pas de dire du mal, c'était de dire, voilà, vous admirez Elon Musk, il est admirable pour certaines choses, effectivement. Et c'est exactement, d'ailleurs, j'ai exactement le même point de vue. C'est qu'il est admirable pour certaines choses parce qu'effectivement, ce qu'il a fait en business, c'est incroyable. D'accord ? C'est incroyable, il y a peu de gens qui ont réalisé ce qu'il a réalisé dans l'histoire de l'entrepreneuriat. Mais à côté de ça, si c'est pour avoir une santé que tu négliges, tu t'alimentes tout le temps mal, tu as divorcé 4 fois, tu vois pas tes enfants, etc., etc., c'est pas ça pour moi une vraie organisation, un vrai équilibre, et c'est pas ça un vrai bonheur. D'accord ? Donc il faut veiller justement, comme je disais tout à l'heure, on en revient à la base, il faut un temps pour tout. Une vraie organisation, c'est quand il y a un temps pour tout. D'accord ? Et pour ce qui est de ma famille, mes routines, c'est quoi ? C'est je tiens absolument à les emmener à l'école le matin. Ça peut paraître anecdotique, que ce soit toi, c'est rapide, on n'est pas loin de l'école, on est à une quinzaine de minutes, mais en réalité, c'est un point de contact avec eux.
où l'air de rien, tu passes un moment et t'échanges. Et puis, surtout quand les enfants sont petits, la passation, tu sais, quand tu les déposes, tu lui fais un bisou avant de les déposer à l'institutrice ou à la crèche, c'est un moment important. Et si tu fais pareil le soir, déjà, tu as 2 points affectifs qui sont courts, mais très intenses. Et aussi, comme on l'a dans un des livres il me semble que c'est dans le livre de David Schwartz, La magie de voir grand. Et moi, j'essaie vraiment de faire pareil tous les soirs, c'est que même si tu as du taf, parfois en tant qu'entrepreneur, ça va t'arriver le soir, quand tous les salariés sont rentrés chez eux et que normalement ils n'ont plus de taf, eh ben, tu te fixes une routine où tu passes 1 heure de qualité minimum avec tes enfants et ta famille, où tu fais la discussion à ton épouse, où tu joues avec tes enfants, même si tu as du taf, tu te le prends comme routine indéboulonnable, ce qu'on appelle le non négociable. Et ça aussi, c'est un autre concept de l'organisation dont on aurait pu parler, c'est que tu mets des routines tous les jours de ta semaine, toute l'année, toute la vie, tu te dis ça, c'est non négociable. Quel que soit mon état de fatigue, quel que soit, je suis en vacances, pas en vacances, c'est non négociable. Tu peux mettre dans ce non négociable le sport, l'activité sportive. Tu peux mettre dans ce non négociable, par exemple, la récitation du Coran, le fait d'avancer dans ta foi, dans ta spiritualité, et aussi le temps passé avec ta femme. Et est-ce que tu as des routines aussi, par exemple, pour ton couple ? Oui, bien sûr. Et ça, pareil, c'est bien que tu me parles de ça parce que salariés ou entrepreneurs, il y a plein de gens qui ont tellement la tête dans le guidon qu'ils en viennent à délaisser leur vie de couple. Mais la vie de couple, c'est un socle, comme on l'a appris dans la religion, et c'est ce qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace dans tous les autres domaines de ton existence, y compris le business. C'est-à-dire, si tu es bien en couple, ça va rejaillir sur ton business. Si c'est la guerre à la maison, ça va rejaillir sur ton business. Et donc, les gens, ils font les choses à l'envers. Ils ont la tête dans le guidon et après ils disent j'ai pas le temps, désolé, j'ai pas le temps de passer du temps avec mon époux, j'ai pas le temps. Non, tu te mets dans le non négociable et autour du non négociable, avec le temps qui te reste dans ta journée, tu bâtis le reste. Tu prends un temps pour faire un podcast comme moi aujourd'hui, pour écrire ton livre, pour parler avec ton équipe, etc., etc. Et moi, une de mes routines, c'est que minimum 1 fois par semaine, avec mon épouse, on dépose les enfants à la nounou et on va manger au restaurant. On va dîner au restaurant ensemble. Tu vois, et aussi un temps quotidien où tu fais le bilan de la journée, où tu parles d'autre chose que le travail, et où tu fais la discussion à soit ton épouse, soit ton épouse. Soit ton épouse, soit ton épouse. Soit ton épouse, soit ton époux. Il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des femmes qui nous regardent. J'avais mal compris. Alors, est-ce qu'il y a un rituel ou une habitude qui change tout dans ta journée ? Je pense que c'est certainement la récitation du Coran et les invocations. Voilà, parce que ça te met dans un état de méditation, ça te rappelle l'essentiel, ça te rend humble avant d'affronter ta journée et ça te donne de l'énergie forcément. Et puis, il y a parfois des choses qui sont inexplicables. Tu manges une pomme, ça te ramène du glucide, etc., du fructose, ça te donne du peps, tu comprends pourquoi. Mais le fait de faire des invocations, d'être dans cet état de méditation où tu invoques ton Seigneur, où tu lui demandes des choses, et aussi quand tu récites le Coran, ça te donne une force qui est indescriptible. Allez, alors, on passe du coq à l'âne, comme on dit. C'est pas grave, vas-y, on y va. Quelle est la plus grosse bêtise que tu as faite en business ? La plus grosse erreur, la plus grosse, mais qui, avec le recul, te fait rire ? Ou alors qui t'a apporté une bonne leçon, parce que certains disent les meilleurs diplômes, ce sont les échecs. Alors, ça, tout le monde le sait. Oui, on apprend de nos erreurs, on connaît tous la citation de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais qui l'applique et qui en a eu l'expérience dans la vie ? Déjà, seuls les gens qui agissent massivement, qui passent massivement à l'action, peuvent prendre conscience de la portée de ce proverbe-là, de ce concept-là. Et regarde, et ça me permet de rappeler, avant de répondre précisément à ta question, ça me permet de rappeler un truc essentiel, c'est que vraiment, toutes celles et ceux qui nous écoutent, celui qui pense pouvoir devenir un vrai entrepreneur à succès sans se tromper, qui ne s'engage pas dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup parmi nous, et moi le premier qui était un bon élève à l'école, on nous a formaté à croire que dans la vie, tu dois tout réussir du premier coup ou c'est pas la peine, ou t'es nul. Et moi, je me souviens, c'est poussé à l'école à un tel paroxysme que si j'avais, je ne sais pas moi, un 15 sur 20, ce qui est dans l'absolu, on va dire, pas mal, c'était dramatique pour moi. Donc tu peux traverser, si tu es
as un minimum de jugeote et si surtout tu es un minimum docile pour répondre au système scolaire et ce qu'il nous impose, tu peux passer toute une scolarité jusqu'à l'obtention de ton diplôme, de ton bac, en n'ayant que des 18, des 19. Il y avait une fille dans ma classe avec qui j'étais en compétition à chaque fois. Bon, j'avoue, elle était plus forte que moi, un peu plus forte que moi. Elle avait que des 19, des 20. Et un jour, quand on a grandi, elle m'a dit « Je vais te faire un aveu, Slimane. » C'était marrant, la petite guéguerre qu'on se faisait, etc. J'étais soit premier, soit deuxième, derrière toi, etc. Inversement. Elle m'a dit « Je lisais une fois mes leçons, je la connaissais par cœur. » Donc là, il y a des gens à qui Allah a accordé une mémoire incroyable. Moi, j'avais pas sa mémoire, donc elle avait une facilité. Bref, et tu peux traverser toute une scolarité sans faire la moindre erreur. Ça existe. C'est impossible dans l'entrepreneuriat. Tu vas devoir tester, retester, te tromper, corriger, jusqu'à atteindre la destination qui est la bonne et avoir un business qui fonctionne. D'accord ? Donc, je me suis trompé plein de fois. En fait, tout ça pour dire, comme tous les entrepreneurs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, petit, moyen, grand, je me suis trompé plein de fois. Du coup, tellement plein de fois que sortir une erreur du lot, c'est difficile. Mais s'il y en a peut-être une à laquelle je pense comme ça instinctivement et qui va me permettre de donner un conseil à beaucoup de gens, c'est peut-être de m'être associé avec des gens avec qui je n'aurais pas dû m'associer. Et le conseil qui découle de ça, c'est surtout, ne vous associez jamais à quelqu'un dans le business juste parce que vous aimez cette personne, juste parce que c'est ton ami, parce que c'est ta meilleure cousine, c'est parce que c'est ton épouse, parce que c'est ton frère, parce que c'est tes parents. Ne faites jamais cette erreur-là, pour deux raisons. Parce qu'il faut déjà que vous soyez sûr que votre relation avec la personne que vous aimez, elle est solide, parce que, comme le disait un de mes mentors, si tu n'as pas fait l'argent, entre guillemets, c'est une traduction de l'arabe, donc si tu n'as pas fait l'argent avec cette personne-là, tu ne connais pas cette personne. Quand il y a ne serait-ce qu'un petit morceau de gras, là tu découvres véritablement qui est la personne. Donc faites très attention avant de vous engager, avant de vous associer à quelqu'un que vous aimez, si votre relation avec cette personne elle est solide. Et si la personne, c'est pas dès qu'elle voit un petit morceau de gras, ça y est, elle commence à trembler, à faire n'importe quoi. Et la deuxième raison, c'est qu'en vérité, quand on est pragmatique, on se rend compte qu'on s'associe à quelqu'un parce qu'il a quelque chose à nous apporter. Si tu t'associes juste pour vivre une aventure humaine intense avec cette personne que tu aimes, va faire le tour du monde avec lui. Ramène-le dans un pays exotique dans lequel vous rêviez tous les deux d'aller. C'est ça, mais ne fais pas du business. S'il a quelque chose que toi, tu n'as pas à apporter à la société, c'est-à-dire un savoir-faire, une compétence ou de l'argent que toi, tu n'as pas. Il y a des gens qui s'associent parce que lui, il a l'idée et l'autre, il a l'argent pour investir. Là, d'accord, mais pas juste parce que tu l'aimes. C'est une grosse erreur que j'ai faite une fois et que je n'ai jamais refaite derrière. Merci pour ce conseil, parce que je pense que c'est vraiment un conseil nécessaire pour tous les entrepreneurs débutants, parce qu'on en voit plusieurs qui ont qui se disent je vais me mettre avec ma meilleure copine ou avec ceci, avec cela. Et le conseil, c'est vraiment, en fait, c'est comme un mariage de raison. Regarde bien pour quelles raisons, et pas avec seulement le cœur, où elle est sympa, elle est rigolote, elle est machin, les trucs. Voilà. Non, vraiment, ouais, c'est très important de faire attention à qui on s'associe. Alors, on sait que tu as enseigné dans une grande école de commerce, Kema Business School, pendant de nombreuses années. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette transition d'enseigner dans une école en présentiel avec des élèves en face de toi, et justement de faire cette transition vers enseigner en ligne, en distanciel, à un autre public D'accord. Alors déjà, pour être plus précis, moi j'ai enseigné en présentiel dans les grandes écoles, notamment Schema, parce que c'est de la solidarité intergénérationnelle. Vraiment, c'est vraiment pour ça, c'est de dire, moi j'ai été frustré de ne pas avoir découvert plus tôt tous ces outils de performance, d'efficacité personnelle et professionnelle qui permettent à un être humain d'exploiter son potentiel et d'aller plus loin. On ne m'a pas enseigné quand j'étais au lycée l'efficacité, l'organisation, la planification, la gestion des émotions, le leadership, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, voilà, par solidarité intergénérationnelle, je vais aller enseigner dans les grandes écoles. Mais j'ai enseigné aussi un public beaucoup plus âgé. J'avais un organisme de formation, j'enseignais le management, le développement commercial, etc. Pas forcément l'entrepreneur dans son ensemble, mais beaucoup de disciplines de l'entrepreneuriat, le management, le développement commercial, etc. Pourquoi j'ai voulu passer dans le digital ? C'est simple, c'est une anecdote qui est intéressante parce que moi, il faut savoir que avant d'enseigner en ligne, comme je le fais à la Wake Up,
J'étais pas du tout digital, pas du tout réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 20 ans. C'était pas du tout encore Internet. J'étais un vieux de la vieille. Les méthodes à l'ancienne, de prospection, le téléphone, la pub dans les journaux, sur les affiches. Mais j'étais pas du tout digital. J'avais pas de compte Facebook. Voilà. J'étais un peu l'extraterrestre dans mon entourage. Il n'y a pas de compte Facebook. Et je connaissais même pas Instagram. Et un jour, il y a des gens de mon entourage qui m'ont dit, regarde Slimane, la valeur que tu apportes à tes clients dans ton organisme de formation et aussi dans les grandes écoles aux étudiants, et pourquoi tu ne fais pas ça en ligne? Tu pourrais impacter des dizaines de milliers de personnes. Et moi, au départ, ça m'a semblé incroyable, parce que je n'étais pas trop réseaux sociaux et je ne connaissais pas trop le fonctionnement en vérité. Et je n'aimais pas les réseaux sociaux pour plein de travers qu'on connaît, etc. Et en fait, en ayant réfléchi à ça, je me suis dit, c'est vrai, c'est pas bête. Si certes, il y a des mauvais côtés dans les réseaux sociaux, mais si on utilise, comme beaucoup de choses dans la vie, si on les utilise, ces choses-là à bon escient, ça peut avoir un impact positif. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Et notamment, un ami à moi à qui j'ai une discussion, et qui m'a dit, regarde, la valeur que tu as à offrir au monde, c'est dommage que tu en fasses pas profiter plus de gens que ça. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner en ligne, et que la Wake Up Academy s'est digitalisée et est devenue la Wake Up Academy qu'on connaît aujourd'hui. Je te remercie pour ta réponse parce que ça montre aussi que tu as su t'adapter, tu as su évoluer, tu as su apprendre de nouvelles compétences, tu as su un peu te lancer aussi dans un domaine qui était inconnu. Et je pense que ça, c'est une compétence aussi qui est importante pour un entrepreneur, de savoir être agile, d'avoir cette capacité d'adaptation. L'agilité, la résilience, et ça nous enseigne autre chose, en plus de ce que tu as dit, c'est que tout peut partir d'un rien. D'une discussion. Avec une discussion, parfois, tu peux transformer ta vie du tout au tout et prendre une orientation complètement différente. Quelqu'un qui va dire une phrase dans une discussion, dans un podcast que tu regardes, qui va te chambouler et qui va faire que dès le lendemain, tu vas passer à l'action et 3 ans plus tard, tu auras la vie que tu voulais. C'est incroyable. Il faut vraiment, vraiment que vous preniez ça en considération. Là aussi, je m'adresse à toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast. C'est incroyable comme la lumière, elle peut venir au moment où tu t'y attends le moins et de là où tu t'y attends le moins et d'un seul coup, en fait. Alors, qu'est-ce que l'enseignement en ligne te permet de faire que tu ne pouvais pas faire en école de commerce? Ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que j'ai enseigné à des centaines d'étudiants. Là, aujourd'hui, la Wake Up a l'impact des dizaines de milliers de personnes. On a accompagné des projets incroyables partout dans le monde, à travers toute la francophonie. Des gens qui étaient au Canada, aux États-Unis, en Suisse, des Belges, des Français. D'ailleurs, gros big up à tous les gens qu'on accompagne à la Wake Up, d'où qu'ils viennent dans le monde. Des gens qui sont aux Émirats, en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne. Beaucoup de gens, des projets au Sénégal, de gens qui sont tout simplement incroyables. S'il n'y avait pas l'avènement du digital, j'aurais jamais pu impacter tous ces gens-là, certainement. Et comment est-ce que ta vision du business a évolué entre ces deux expériences? Je me suis digitalisé, en fait, ça m'a appris le digital. C'est-à-dire qu'avant, comme je le disais, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'entrepreneuriat. J'ai commencé l'entrepreneuriat, ma première vraie boîte, je ne parle pas des petits business qu'on faisait au quartier, on achetait des vêtements, on les revendait, etc. Donc vraiment, premier business, j'étais encore étudiant. D'accord ? Donc moi, je suis un vieux de la vieille, comme on dit, je suis de l'ancienne école, c'est-à-dire que j'ai connu le business avant la digitalisation, avant qu'il y ait Internet, avant que les entreprises aient des comptes Internet, et des sites Internet, et des comptes sur Instagram, etc. etc. Et le fait d'avoir lancé la Wake Up en ligne, ça m'a permis, moi, personnellement, d'apprendre le digital, le commerce digital, la communication digitale, le marketing digital. Et ça permet de rappeler quelque chose qui est très important, c'est que on a tous été quelque chose après ne pas l'avoir été. Et ça, je fais référence aux gens qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, Slimane, tu sais, ok, c'est bien le business, c'est bien l'e-commerce, mais moi, je ne suis pas réseaux sociaux. » Mais on a tous été réseaux sociaux après ne pas l'avoir été. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi l'étape entre les deux? Apprendre. Et c'est ça, c'est de ça dont les gens doivent prendre conscience aujourd'hui, c'est que la clé de la réussite, c'est la science. Et si tu ne vas pas acquérir la science, malheureusement, elle ne tombera pas du ciel. Même dans la religion, on a appris ça. C'est que la base de la réussite, c'est d'apprendre
la science. Moi, j'étais pas digital, je suis de l'ancienne génération. Bah, comment j'ai fait pour devenir digital, pour digitaliser la Wake Up Academy, entre autres, et d'autres de mes business, bah, j'ai appris. Donc, dès que vous avez l'excuse, oui, mais je suis pas trop ça, je suis pas trop digital, je suis pas trop réseaux sociaux. Il y en a d'autres, c'est ouais, mais moi, je suis pas trop prise de parole en public. Mais moi, j'ai été prise de parole en public après ne pas l'avoir été. J'avais même un tempérament plutôt timide quand j'étais plus jeune. D'accord ? Et peut-être que la première fois que j'ai pris la parole en public, que j'ai fait un podcast, une émission télé ou autre, peut-être que je tremblotais un peu, ma voix elle était un peu tremblante. La deuxième fois un peu moins, la troisième fois un peu moins, jusqu'à ce que ça devienne facile. Et là, on en vient à la morale finale. Tout est facile. Tout est facile après avoir été difficile. Si vous n'avez pas le cran, le courage de passer par cette période de difficulté, de tempête, bah, il faut rester toute sa vie à remplir les objectifs des autres, hein, comme le font la plupart des salariés. Alors, là, on va passer à une série de questions sur tes rêves et tes projets secrets. Alors, on va faire un petit jeu. Si tu avais 10 millions d'euros et que tu ne pouvais pas les investir dans la Wake Up Academy, tu ferais quoi ? Alors, je sais qu'il y en a pas qui vont se dire « Ouais, dis dans l'immobilier ». Ou alors tu partirais sur une île déserte ou... La suite logique, la suite logique, après je critique pas, hein. Moi c'est pas mon kiff à moi de faire particulièrement beaucoup d'immobilier, passer son temps à faire de l'immobilier comme j'aurais pu le faire, mais surtout à l'endroit dans lequel je vis actuellement. Mais en réalité, il y a pas de critique à faire. La logique d'investissement, c'est d'avoir des entreprises qui génèrent du cash, et ce cash, tu l'investis dans de l'immobilier. Une fois que ton immobilier tourne, tu as des loyers qui rentrent, tu vides tes loyers tout en maintenant ton parc immobilier intact sur les années jusqu'à les transmettre à tes enfants, etc. Moi, si j'avais 10 millions d'euros, je ne les investirais pas dans l'immobilier. Sincèrement, je les investirais. J'ai le droit de les investir dans la Wake Up ou pas ? Non, justement là, non. Je peux pas les investir. Je me dis, ça serait trop facile. Bah, très sincèrement, je les investirais dans des ONG. Ouais. D'accord ? Ce qui permet vraiment d'avoir un réel sentiment d'accomplissement, c'est de se sentir utile. Et quelle meilleure manière de se sentir utile que de donner une partie de la richesse que tu as produite et de la valeur que tu as produite. La richesse, la valeur, attention, je ne parle pas que pécuniaire. Là, tu m'as donné l'exemple de 10 millions d'euros, mais on peut parler d'un savoir. Une des raisons qui m'a poussé à enseigner dans les grandes écoles, c'était de transmettre un savoir utile à la génération qui arrive. Et que moi, j'avais été frustré de ne pas avoir eu assez tôt dans ma vie pour être performant assez tôt dans ma vie. Tu vois ? Et donc moi, je les investirais dans des ONG, et pour être très précis, je pense, je me concentrerai sur l'essentiel. C'est une ONG qui permet de construire des puits et de rendre accessible l'eau à un maximum de gens sur Terre. Y a-t-il un projet un peu fou que tu rêves secrètement de lancer ? Donc, en vérité, la Wake Up Academy, c'est une consécration pour moi. Mais le projet un peu fou dont tu parles, et qui est un vrai projet en réalité, c'est de former les leaders de demain. Bien de la société, quand je dis les leaders de demain, c'est les leaders vraiment qui vont donner le pouls de cette société, qui vont donner un nouveau rythme, un nouvel élan à cette société. Et c'est des gens qui auront à la fois le savoir indispensable pour réussir dans le profane, comment monter des business, comment manager, avoir du leadership, comment gagner beaucoup d'argent, mais aussi à la fois le savoir religieux. Voilà. Comme on sait, le socle de la réussite, c'est avoir le savoir religieux. Le socle du savoir, c'est le savoir religieux. Et on ne peut pas avoir la prétention de mener qui que ce soit vers quelque réussite que ce soit sans avoir appris le minimum du savoir religieux requis, ce qu'on appelle le minimum obligatoire. Donc, des leaders qui auront à la fois le savoir profane, monter des business, gagner beaucoup d'argent, du leadership, et le savoir religieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont le savoir dans le profane, mais qui n'ont pas le savoir religieux et qui du coup font n'importe quoi. D'accord ? Avec leur argent ou enseignent n'importe quoi aux gens. Et il y en a plein aussi qui ont le savoir, malheureusement de moins en moins, mais il y en a qui ont le savoir religieux, mais qui n'ont pas de savoir profane, qui ne savent pas monter des entreprises, générer beaucoup d'argent, qu'on va ensuite pouvoir réinvestir dans des projets humanitaires, aider un pays, un peuple à se relever, etc. etc. Donc finalement, ce n'est pas un projet fou, c'est un projet très ambitieux, mais ce n'est pas fou du tout. Hein. Ouais, ça dépend de comment on interprète le mot fou. Alors, imagine qu'on est... Alors aujourd'hui, on est en février 2025, pour nous resituer. Imagine qu'on est en 2035, pardon. Alors, imagine qu'on est en 2035, où en est Slimane, Inch'Allah, si tu es toujours en vie. Qu'a-t-il construit ? Ouais, comme je le disais tout à l'heure, sincèrement,
La Wake Up, pour moi, j'en suis déjà à une étape de consécration. Moi, j'en suis à la dernière étape de ma carrière professionnelle où tout se rejoint parce que j'ai toujours été passionné de business depuis petit, depuis que j'étais inspiré par mon environnement, mon oncle qui venait à la maison, qui m'a vraiment donné ce goût de la liberté financière, géographique, etc. D'autres personnes aussi dans mon enfance que j'ai pu croiser, des PDG de grandes entreprises, même si j'habitais dans un quartier parce que simplement ma mère allait faire le ménage chez ces gens-là, etc. Et qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup inspiré, inculqué vraiment le mindset de l'entrepreneur. Donc j'ai toujours été très tôt passionné par le business et aussi très tôt passionné par le fait de transmettre à autrui un savoir utile, la pédagogie, l'enseignement. Et dans la Wake Up, il y a les deux qui se rejoignent. Donc 2034, ça veut dire à peu près dans 10 ans. Je ne me vois pas dans l'immobilier, comme je le disais tout à l'heure, alors que pour beaucoup, et je ne critique pas, la logique c'est tu as gagné beaucoup d'argent grâce à des business, tu as de la trésorerie, maintenant tu te places dans l'immobilier et puis tu laisses l'immobilier tourner quasiment tout seul et toi tu te la coules douce au bord de la piscine avec un cocktail. D'accord, je pourrais le faire, mais moi je vais dans la Wake Up V2 avec une Wake Up qui, comme je te disais, forme les leaders de demain, pas que sur le plan entrepreneurial, d'accord, et à continuer à développer cette belle entreprise qui vraiment caractérise ma mission de vie en réalité. Et là, on va partir dans une question beaucoup plus profonde. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, je te laisse répondre. Dis-moi, on est ouvert. Mais justement, comment tu te vois et où tu te vois finir ta vie, par exemple? Dans quel pays, dans quelle ville, c'est précisément? Voilà, oui. Comment, où? Là, c'est très simple. Alors là, c'est pas une question du tout difficile à laquelle je réponds volontairement. Je me vois habillé dans une robe simple. Quand je dis robe, abaya bien sûr. Voilà. Une robe blanche avec un chapeau comme étaient nos grands-parents, Allah yarhamuhum. Et dans une petite maison au sein d'un village où il y a une mosquée, où tu entends le adhan, tu te lèves le matin, tu rejoins les vieux du village de ta génération, tu fais la prière, tu fais tes invocations comme on le fait actuellement, mais dans un environnement qui est beaucoup plus bruyant, où il y a beaucoup de choses à faire et qui remplissent nos journées. Une vie très simple, faite de spiritualité, de dhikr, d'invocation, de prière et de préparation de ton au-delà en fait. Avec très peu de nourriture. Aujourd'hui, on se goinfre parce que c'est ça aussi le piège. C'est quand tu as des moyens, tu commences à avoir des moyens, tu manges plus que ce qu'il ne faut, tu t'adonnes à des plaisirs qui sont futiles. Et ce qu'on appelle le tana'oum en arabe, pour reprendre le terme religieux, est vraiment une vie faite de simplicité dans un pays musulman où il fait beau, il y a du soleil, où les gens vivent simplement et où tu as le temps aussi de partager les sagesses que tu as acquises aux jeunes de ton village, si on reprend l'image de tout à l'heure. Alors, si tu pouvais inviter un seul entrepreneur à dîner, mort ou vivant, ce serait qui et pourquoi? Regarde, sans hésiter, on en a parlé tout à l'heure en plus, je pense que ce serait Elon Musk. Alors je précise, pas Elon Musk parce que c'est la personne que j'admire le plus. Pas du tout, d'accord? Mais c'est vrai que d'un point de vue entrepreneurial, c'est complètement incroyable ce qu'il a réalisé. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop son parcours, je vous invite à lire une de ses biographies. Je dis une de ses biographies parce qu'il y en a deux en tout. Il y en a une qui a été réécrite récemment. Mais la première, moi, celle que j'ai lue, je n'ai pas lu la deuxième, c'est celle qui a été écrite par le journaliste Ashley Vance. C'est incroyable ce qu'il a fait. Lui, il n'est pas né forcément avec une cuillère d'argent dans la bouche. Hein. Alors, ses parents n'étaient pas faux. Il a grandi en Afrique du Sud. Hein. C'est pas un Américain, Elon Musk. Il a grandi en Afrique du Sud. Il est né en Afrique du Sud. Et ses parents n'étaient pas forcément multimillionnaires, d'accord, même si c'était dans un cadre serein. Et lui, c'est complètement incroyable ce qu'il a réalisé, d'accord. Et tu vois le personnage qui est assez fantasque, qui a d'ailleurs inspiré un personnage célèbre au cinéma, le fameux Iron Man, hein, qui est interprété par Robert Downey Jr. Au cinéma. Eh bien, moi, je me demande ce qu'il a dans la tête. En fait, il m'intrigue. Donc, j'aimerais l'inviter lui, non pas parce que je l'admire, sa personne dans son entièreté, mais plutôt parce que, je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait en business, ça on ne peut pas lui enlever, et deux, parce que c'est intriguant la manière dont ça fonctionne dans sa tête. Tu vois qu'il fonctionne, il n'y a pas un fonctionnement comme les autres. Et d'ailleurs, il a lui-même révélé il y a quelques années qu'il était autiste Asperger. Et là, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, je comprends mieux, je suis rassuré. Tu vois, parce que ça se voit de l'extérieur, il n'a pas un fonctionnement normal. Donc c'est pour ces raisons-là que je l'inviterai lui et pas nous. D'accord.
Est-ce qu'il y a une décision en business que tu regrettes ou que tu aurais prise différemment? On en a parlé tout à l'heure, je pensais vraiment de m'être associé à des gens avec lesquels j'aurais pas dû m'associer. Et ça nous amène à un conseil qui est de faites attention à qui vous vous associez. C'est pas juste parce que tu t'entends bien avec une personne. Au contraire, mieux vaut ne pas risquer cette relation. Ton mari, ton épouse, ton frère, ta meilleure amie, ton ami d'enfance. Si tu veux vivre des expériences fortes avec ces gens-là, plutôt fais un voyage autour du monde ou ce qui est de cet ordre, mais ne fais pas de business avec des gens juste parce que tu les aimes. Et en plus, faire un voyage, ça te permettra de vraiment bien les connaître. Et peut-être que tu vas découvrir des qualités qui pourraient servir dans l'entrepreneuriat, comme tu vas découvrir peut-être des défauts qui font que c'est rédhibitoire et que tu ne pourras jamais faire de business associé avec eux. Bien sûr, ça révèle les personnalités, le voyage. Je suis totalement d'accord. Le voyage, le commerce. Le commerce et le voyage. Et le voyage, autant tu peux ressortir d'un voyage avec quelqu'un que tu aimes, tu auras renforcé ton amitié avec lui, autant vous allez vous détester. Au moins, ça vous aura appris qu'en réalité, vous n'étiez pas fait sur le fond l'un pour l'autre. Alors maintenant, je vais passer à une série de questions qui sont vraiment pour les salariés qui hésitent à se lancer. Alors, il faut savoir que beaucoup de salariés, et c'est souvent ce que tu entends dans tes échanges sur tes lives Instagram ou au sein de ton accompagnement, beaucoup de salariés pensent qu'ils n'ont pas les compétences pour être entrepreneurs. Ils n'ont ni l'argent ni le temps pour se lancer. Tu leur dirais quoi? Ni le temps ni l'argent. Ni le temps, ni l'argent, ni les compétences. C'est ce qu'ils croient en fait. Alors je leur dirais, les trois sont des fausses excuses. J'ai pas les compétences, faut apprendre. On est à une époque où, très sincèrement, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, c'est un des bons aspects. La connaissance, elle est largement diffusée à travers le monde. Il y a des époques où dans les bibliothèques ou chez les libraires, il y avait un livre et les gens se l'arrachaient. Ils étaient avides de connaissances. Pourquoi? Parce que c'est rare. Tu vois, c'est un peu l'effet rareté. Quand il y a un truc qui est rare, tout le monde se jette dessus. Quand il y a un truc qui est à foison, tout le monde délaisse cette chose-là. Et le savoir aujourd'hui, il est diffusé largement. C'est un des bons aspects de notre époque et de la mondialisation et de la digitalisation. D'accord? Donc, le savoir, il est partout. Regarde à la Wake Up. On peut enseigner aujourd'hui à des gens, on enseigne à des gens qui sont à Dubaï, qui sont au Canada. On a plein de gens dans la team Canada, gros big up à toute la team Canada de la Wake Up. On a des gens qui sont en Afrique subsaharienne. C'est pas une excuse. Donc ça, c'est une première excuse qui est bidon, si je puis me permettre. La deuxième excuse, c'est quoi? J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Pareil, c'est une fausse excuse. Le premier business que j'ai lancé, j'étais étudiant. Par définition, les étudiants, n'est-ce pas, sont fauchés comme les blés. Je vivais dans une cité. Ma mère, elle était femme de ménage. D'accord? Si j'avais cette excuse de j'ai pas d'argent, jamais de la vie je serais devenu entrepreneur. Tu vois, au lieu d'avoir mon esprit orienté problème, j'ai pas d'argent, je l'ai orienté solution. Comment j'en trouve? Et c'est là que tu te rends compte, mais uniquement à partir du moment où tu cherches, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des solutions. Pareil, tu peux emprunter de l'argent à tes proches. Si tu veux pas emprunter aux banques parce qu'il y a des taux d'intérêt, tu peux avoir des prêts d'honneur, c'est des prêts à 0%. Il y a même des subventions. Tu vois? Et il y a des investisseurs privés qui, si tu as un projet fiable, disent OK, toi tu as les idées, moi j'ai l'argent, vas-y. On y va et tu leur vends des parts de ta société en échange d'un investissement financier de leur part. Et j'ai pas le temps. C'est pas une question de temps, parce que ça aussi c'est une excuse, je sais pas si tu l'as cité dans ta question, mais c'est une excuse que j'entends tout le temps, c'est pas une question de temps les amis, c'est une question de priorité. Il y a des gens qui ont 24 heures uniquement dans leur journée, tout comme vous, et qui ont construit des empires en business, qui ont des familles, qui passent du temps avec leurs enfants, et qui en même temps s'engagent dans les ONG et font plein de choses, parce qu'ils ont priorisé leurs actions et ils se sont organisés. Imagine que tu parles à un salarié qui rêve de liberté, il en a marre, il n'en veut plus d'être dans le salariat, mais il a peur de tout perdre. Quel conseil concret tu lui donnes pour se préparer? Déjà, c'est qu'il estime ce qu'il a à perdre. Si ce qu'il a à perdre, c'est être l'esclave de son patron, de se lever tous les matins avec la boule au ventre parce qu'il sait que ce qu'on lui demande de faire depuis 20 ans, c'est rébarbatif, ça fait aucun sens pour lui, et que ce qu'il va perdre aussi, c'est un CE qui lui offre des places de cinéma ou des places au parc Astérix à demi-tarif ou encore des tickets restaurants, qu'il évalue et qu'il se rend compte que ce qu'il a à perdre, en réalité, c'est pas grand-chose. Tu vois, alors, je dis ça de manière un peu ironique, mais les gens n'ont pas conscience de ça parce qu'ils ne prennent pas 2 minutes pour méditer et se rendent compte que ce que le système leur propose depuis qu'ils sont petits, c'est des miettes. Donc si c'est des miettes que tu as à perdre, déjà, ça va te faire relativiser le risque que tu prends. Et dans un deuxième temps, le salarié devrait se poser la question à lui-même. Cette question, c'est, au final, qu'est-ce qu'il y a de plus risqué?
rester toute ma vie dans ce job-là, en CDI, qui est soi-disant sans risque, parce que voilà, j'ai un contrat à durée indéterminée, alors que si on lit entre les lignes, en réalité, il peut te virer quand il veut. D'accord ? Mais c'est quoi le plus risqué ? C'est de quitter ce job qui est en CDI, qui me permet de gagner 1 800 € net et qui me permet à peine de joindre les deux bouts, ou alors lancer un business qui, certes, ne me garantit pas de réussir à 100%, parce que sinon ce serait trop facile au départ, mais qui, si je le fais bien, parce que j'ai appris, je me suis fait accompagner, etc., par des gens qui savent faire, va me permettre, si je le fais bien, va me permettre de réussir, d'avoir une machine qui va me permettre d'être libre géographiquement, d'être libre dans la gestion de mon temps, d'être libre financièrement, etc. En réalité, le plus risqué, c'est de rester toute ta vie dans un job qui te déprime, qui te permet à peine de payer tes factures et qui te permet même pas de pouvoir aller à une sortie avec tes enfants, une sortie scolaire, parce que c'est un mardi matin et ton boss il t'a dit hors de question, mardi matin il y a réunion, tu peux pas y aller. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mesurer le risque. C'est comme ça qu'on fait un entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y a de plus risqué pour moi ? Faire, me lancer ou ne pas me lancer ? Et on se rend compte le plus souvent, même 100% du temps, que le plus risqué, c'est de rester toute ma vie, comme je suis actuellement dans une vie qui me met en totale déprime, sans tenter ne serait-ce qu'une seule fois de réaliser mon rêve avec mon entreprise. Ça rappelle aussi la phrase de Mark Zuckerberg, le plus grand risque aujourd'hui, c'est de ne prendre aucun risque. Exactement. Est-ce qu'il y a une croyance limitante que toi aussi tu avais avant de te lancer et que tu as totalement démontée avec l'expérience ? Ouais. La croyance limitante, c'est que on est obligé de souffrir les 3 premières années en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est ce que j'ai entendu depuis tout petit. Ouais, mais tu sais, les premières années, pendant 3 ans, tu vas travailler comme un dingue et tu vas pas gagner un rond. Si tu crois à ça, tu m'étonnes que tu es démotivé à te lancer dans l'entrepreneuriat. T'imagines, 3 ans, c'est extrêmement long. Ça fait plus de 1000 jours. Quelle personne est assez motivée pour pouvoir rester justement focus 1000 jours sans avoir de résultat ? Il n'y aurait même pas une personne sur 1 million. D'accord ? Alors la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que c'est faux, en fait. D'accord ? Les personnes, d'où elle vient cette idée reçue de il faut attendre 3 ou 4 ans à bosser comme un dingue et gagner 0 € pour réussir enfin, pour commencer à gagner de l'argent en business. Cette idée reçue, elle vient du fait que des gens à qui ça arrive, ça, c'est-à-dire qui bossent comme des fous pendant 4 ans sans rien gagner, qui doivent attendre la 4e année pour gagner de l'argent, c'est les gens qui n'ont pas d'écosystème de vente. C'est-à-dire des gens qui vont lancer un produit sur le marché sans avoir fait d'études de marché. Juste, il y a un produit qui leur plaît, des robes. Moi, j'aime trop ces robes, etc. Tous les étés, je porte ces mêmes robes. Je veux me lancer en business, je vais vendre ces robes-là sans faire d'études de marché. Mais les gens du marché se fichent complètement de ce qui te plaît à toi. Eux, ils veulent, en échange de leur argent qu'ils vont te donner, que tu répondes à 100% à ce qu'eux, ils veulent. La couleur, la taille de la robe, la forme, la coupe, la matière, le prix à laquelle tu vas vendre l'offre. Parce que une offre, on lance en business une offre. C'est pas que le produit en lui-même. C'est à quel prix, avec quelle facilité. Il y a des facilités de paiement, il n'y a pas des facilités de paiement, etc., etc. Il y a un échange gratuit si ça va pas ou pas. Donc, c'est les gens qui se lancent sans avoir fait d'études de marché. Et donc, le temps de s'adapter au marché, de comprendre que c'est pas exactement ça que le marché voulait, ça peut prendre des années. Et deuxièmement, c'est des gens qui n'ont pas de stratégie de communication et qui du coup sont l'oasis dans le désert. Si tu te lances et ta seule stratégie pour attirer des prospects à toi et faire savoir au monde que tu existes, c'est faire du bouche à oreille, tu m'étonnes que ça va prendre 4 ans avant que tu commences à avoir assez de clients pour gagner de l'argent. Et c'est aussi les gens qui doivent attendre 4 ans pour réussir, c'est les gens qui n'ont pas de stratégie de conversion. C'est quoi une stratégie de conversion ? On appelle ça aussi une stratégie commerciale. C'est transformer les prospects que tu as attirés à toi grâce à la communication, les transformer en des vrais clients qui vont passer leur carte bleue dans ton terminal pour t'acheter tes robes, dans l'exemple dans lequel que j'ai cité tout à l'heure. Tu vois, si tu n'as pas ça et que tu te bases juste sur le bouche à oreille et attendre que le flambeau prenne, tu m'étonnes que ça met 4 ans. Si tu as un écosystème, en 6 mois, tu peux gagner de l'argent. Alors, si tu pouvais donner un conseil au Slimane de 20 ans, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Alors ça, c'est une question intéressante parce que je te disais tout à l'heure, je suis très sensible à la solidarité intergénérationnelle et c'est important qu'on prenne tous un peu de notre temps pour enseigner aux générations qui suivent l'efficacité personnelle et professionnelle. Comment faut-il faire pour exploiter le plus rapidement possible son plein potentiel et pas galérer comme beaucoup de gens tourner en rond pendant 20 ans avant de se réveiller. Donc moi, ce que je dirais au Slimane qui a 20 ans ou à toutes celles et ceux qui ont, on parle, qui ont 20 ans,
c'est si tu veux aller loin dans la vie et réaliser tes rêves, d'abord apprends, puis applique. Je répète, d'abord apprends, puis applique. Ça paraît anodin comme conseil, mais c'est un conseil qui est fondateur. Pourquoi ? Parce que il y a deux types de catégories. Il y a deux catégories de gens qui tournent en rond dans leur vie. Il y a les gens qui savent, mais qui ne veulent pas passer à l'action. Ça, c'est grave. Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Il y a des gens qui ne passent pas à l'action parce qu'ils ne savent pas. Et la plupart du temps, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui tournaient en rond dans leur vie, qui avaient besoin d'aide, qui sont venus à la Wake Up ou dans d'autres contextes, ce n'est pas des lâches. C'est des gens qui demandaient qu'une chose, c'est d'avoir la solution pour sortir de leurs problèmes et enfin commencer à être épanouis et heureux. C'est des gens qui ne savaient même pas comment faire. D'accord ? Et moi, je leur ai dit, c'est bon, on va apprendre. Tu n'as jamais appris. Il y a plein de gens aujourd'hui qui tournent en rond, pour qui ça va mal dans leurs finances, ça va mal dans leur carrière, ça va mal dans leur couple. C'est parce qu'ils n'ont pas appris. Si ça va mal dans ton couple, tu as appris à te comporter vis-à-vis de ton époux ou ton épouse, tu as appris quels étaient tes droits et tes devoirs vis-à-vis de lui. Elle a appris quels étaient ses devoirs et ses droits vis-à-vis de toi. Non. Tu m'étonnes que ça ne marche pas. C'est pareil pour un business, c'est pareil pour n'importe quel rêve que tu aimerais réaliser. Apprends, la science, elle ne va pas tomber du ciel, elle ne vient pas de manière infuse, d'accord ? Et en tout cas pas pour nous, les gens du commun. Et ensuite applique. Parce qu'il y a des gens qui ont appris mais qui n'appliquent pas. Et ça, c'est ce que j'appelle de la lâcheté. Le plus dur dans la vie, c'est quand tu es dans une situation où ça ne va pas pour toi et tu ne sais pas comment faire. Là, c'est dur. Il faut que tu aies quelqu'un de science qui te débloque, qui t'apprenne pour que tu puisses aller de l'avant. Mais aucune excuse pour moi, pour celui qui sait mais qui ne fait pas. Ça, c'est grave pour lui. Juste pour finir cette série de questions, est-ce que tu pourrais faire un mot d'encouragement pour tous les gens qui écoutent ce podcast et qui hésitent encore à passer à l'action ? J'ai envie de leur dire, just do it. There's only one life. Il n'y a qu'une seule vie. Arrête de te poser trop de questions. Les doutes, les questions, elles amènent les doutes. Les doutes, ils amènent les blocages. Et regarde les gens à succès, c'est des gens qui prennent des décisions rapidement et qui en changent lentement. Et les gens pauvres, au sens large du terme, c'est-à-dire qui n'ont pas de sous, les gens qui n'ont pas réussi dans la vie, c'est des gens qui prennent des décisions lentement. Ils vont mettre 10 jours pour choisir la couleur d'une robe. Et ces gens-là, ils prennent des décisions lentement et ils en changent rapidement. C'est-à-dire, enfin, quand il a pris une décision, le lendemain, il est reparti dans l'autre sens. Tu m'étonnes qu'il tombe en... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, arrêtez de trop vous poser des questions. Sachez qu'il y a des grands entrepreneurs, des grands chefs d'État, des grands chefs militaires à travers l'histoire qui ont dû prendre des décisions extrêmement importantes. C'est-à-dire avec un enjeu de dizaines, de centaines de milliers de vies derrière, en quelques minutes. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui prenaient les choses, qui faisaient les choses à la va-vite. Non, c'est parfois, ils n'avaient pas d'autre choix. Donc, imaginez-vous par rapport à ces gens-là. Je ne vous dis pas d'atteindre ce niveau-là, mais au moins arrêtez de réfléchir pendant 2 ans pour prendre une décision qui, au final, est simple et n'implique même pas votre propre mort à vous. Se lancer dans l'entrepreneuriat, si tu échoues, qu'est-ce qui va se passer ? Au pire, tu ne vas pas mourir. Au pire, tu ne vas pas te retrouver dans la rue avec tes enfants en train de mendier, contrairement à ce qu'essaie de te faire croire le système en te faisant dépendre de ton CDI, en te faisant dépendre de la CAF, de la sécurité sociale, etc. pour te faire croire que, non, si tu vas trop loin, si tu sors du cadre qu'on a défini pour toi depuis que tu es petit, tu vas échouer. Quel est le risque ? La plupart des gens qu'on accompagne, écoute bien, à la Wake Up, c'est des gens qui ont encore leur taf en parallèle. Et dans leur temps libre, on les aide à accomplir de A à Z leur projet d'entreprise. Et une fois qu'ils ont lancé et qu'ils commencent à générer avec leur entreprise des revenus confortables, là, dans un deuxième temps, ils peuvent dire à leur employeur bye bye, je suis désolé, maintenant je suis entrepreneur, j'ai plus besoin de vous. Si on fait en 2 temps comme ça, il est où le risque ? Le risque, comme on le disait tout à l'heure, il réside dans le fait de ne prendre jamais aucun risque et de rester toute sa vie dans un endroit, dans une situation qui n'est pas faite pour nous. Tout simplement, donc just do it. Ne vous posez pas trop de questions et souvenez-vous que ce qu'il y a de plus risqué au final, c'est de ne rien faire et de rester toute votre vie malheureux. Et aussi, soyez courageux. Il faut du courage. Hein. Bien sûr, et ça se développe. Nous, à la Wake Up, on enseigne le courage aux gens.
Parce que c'est pareil, c'est pas forcément inné. Tu n'es pas forcément comme un guerrier. Dans une famille de guerriers qui a fait la guerre de génération en génération, on était des commandants, des généraux, etc. Non, ça s'apprend. Il en faut un minimum, c'est vrai. Mais la base du courage et du passage à l'action, c'est de se rappeler que ce qu'il y a de plus risqué, c'est de ne pas passer à l'action. C'est pas de passer à l'action en lançant un business. Ce qu'il y a de plus risqué, c'est de ne rien faire. Alors, donc pour découvrir un peu le Slimane que tout le monde ne connaît pas, on a dit au début que tu avais grandi dans le Nord, à Lille. Et Yes, moi, je voudrais te exactement. poser une question et je voudrais que tu répondes en ch'ti. Parce que, Ah ouais, carrément. Oui. Ouh là là. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait, tu parles très bien ch'ti, même si dans ta famille, vous parliez pas ch'ti, mais tu as appris Non, le on parlait ch'ti. pas ch'ti, ouais. On parlait kabyle un peu, mais pas ch'ti, non. Et donc, je vais te poser une question, je voudrais que tu répondes en ch'ti. Alors, attends, avant que tu me poses la question, d'où me vient le fait que j'ai appris à parler ch'ti? Parce qu'à Lille même, moi j'ai grandi à Lille même, on parle pas forcément beaucoup ch'ti. D'accord? À part dans les bars, etc. Mais c'est surtout dans la région, dans le 59 et les 62, qu'on parle ch'ti. C'est parce que ça me vient de ma carrière de footballeur. Donc, comme j'ai fréquenté beaucoup les terrains, les clubs de foot quand j'étais jeune, il y avait ce qu'on appelle le clubhouse, et où les gens se réunissaient. Et là, parmi les gens qui étaient dans le clubhouse, il y en avait beaucoup qui parlaient ch'ti. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler ch'ti. D'accord. Alors, justement, raconte-moi un peu ta carrière de footballeur, mais en ch'ti. Te voulons que je te raconte ma carrière de footballeur, mais en parlant ch'ti. Voilà. Ok. Donc, j'étais au Tcho. Quand j'étais au Tcho, j'aimais beaucoup le football. De ce fait-là, je me suis inscrit à un club qui est au Dame Quartier, qui s'appelait Les Moulins Carrel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler ch'ti. Ouais. Et je pense qu'un fait que très très peu de gens connaissent sur toi, c'est que tu fais très bien les accents. Ouais, c'est Tu fais des accents de tous les, de tous les pays. De tous les pays, ouais. Est-ce qu'il y a un accent que tu peux nous faire, un de tes accents préférés ou Alors non, tu sais pourquoi? J'aime trop faire les accents, mais dans le cadre amical. Parce que sinon, ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Et ça m'est déjà arrivé de faire des accents. Par exemple, je vais te faire l'accent tunisien. Ils vont dire, ouais, Slimane, c'est un raciste. Il n'aime pas les Tunisiens. Alors que j'aime trop l'accent tunisien. C'est pour ça que je l'imite. Mais du coup, pour pas heurter la sensibilité, je veux pas imiter. D'accord, Voilà. on va rester, comme on dit, politiquement correct. Politiquement correct. Et ça, voilà. c'est un fait que très très peu de gens connaissent sur toi. C'est Donc, vrai, ouais. c'est vrai. J'imite. Et ça m'est arrivé même de me faire passer pour des gens. Grâce à ça, au fait que je savais imiter les accents, et les gens n'y ont vu que du feu, effectivement. Ouais. Voilà. Tu imites aussi, tu sais très bien imiter les gens en général, en fait. Tu captes vite L'intonation. les caractéristiques. Pas forcément un accent. Voilà, la manière de parler d'une personne. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus ton côté un peu acteur, parce que dans tout ce que tu fais, là, les contenus que tu fais, Ouais, je m'expose, bien sûr. Sur ton compte Insta aussi, on voit que tu développes de plus en plus ton jeu d'acteur. Donc, je pense C'est parce que aussi, peut-être, j'aime beaucoup le cinéma, effectivement. Ouais. En plus d'aimer le football, si tu m'as pas posé la question sur les passions, j'aime beaucoup le sport, en général, le football, j'aime beaucoup le cinéma, la pâtisserie. Ouais. Le cinéma, t'es plus quoi comme type de film? Alors, franchement, non, il y a plusieurs types de cinéma. J'aime le cinéma, on va dire, humoristique, mais on fait de moins en moins de bons films comiques. Ouais. D'accord. Et sinon, c'est les grands classiques de ma jeunesse. Tu connais, c'est les Al Pacino, c'est les Denzel Washington, c'est ce genre de choses, quoi. Ouais. Ok. Quel est ton talent caché, ton ou tes talents cachés? Tu l'as dit toi-même, l'imitation. L'imitation. J'aime beaucoup chanter et écrire. Ouais. L'écriture, poème, chanson et aussi interpréter. D'accord. Voilà. Et dans ta jeunesse, ouais, j'avais un groupe de rap. Et ça aussi, il y a peu de personnes qui le savent. Ouais. Est-ce que tu avais un nom d'artiste en tant que rappeur ou pas? Non, c'était Slim. Slim, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui, dans ta vie d'entrepreneur, a changé par rapport à quand tu n'étais pas forcément entrepreneur à temps plein, où tu étais encore dans le salariat, où tu avais des contraintes forcément géographiques, etc. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que... Quelles sont les nouvelles choses que tu peux faire sans te poser de questions par rapport à quand tu as été dans le salariat? En fait, la grosse différence qui me vient instinctivement, il y a plein de choses, je pourrais énumérer plein de choses, mais pour la faire courte, c'est que quand tu es un entrepreneur, il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent, pardon.
c'est que une vie d'entrepreneur, c'est pas une vie facile, c'est une vie faite d'efforts. Mais ça tombe bien parce qu'en réalité, une belle vie, c'est pas une vie qui est faite de confort. Regarde tous les gens qui ont des vies incroyables, trépidantes, aventurières. Ils ont des vies qui sont faites d'efforts, ils travaillent beaucoup. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur travail. Donc la chose qui a changé, c'est que quand je suis devenu entrepreneur, j'ai travaillé beaucoup, mais j'aimais ce que je faisais. Donc quand tu travailles beaucoup, mais que tu n'as pas l'impression de travailler, ça change toute la donne. D'accord ? Je peux maîtriser mon temps comme je le souhaite. Et aussi, regarde, même si je travaille beaucoup, en tant qu'entrepreneur, tu as de l'argent en fait pour te rendre la vie beaucoup plus facile. Et quand je dis tu as de l'argent, je ne vais pas aller dans le cliché qu'on essaie de nous vendre de l'entrepreneur à succès sur les réseaux sociaux ces 10 dernières années. Et c'est de moins en moins parce que les gens commencent à comprendre que les paillettes dans les yeux, ce n'est pas ça qui rend heureux. Mais je ne parle pas de où j'ai de l'argent pour acheter une Lamborghini ou un jet. J'ai ni Lamborghini, j'ai ni un jet. Et quel que soit le niveau de fortune que j'amasserai ici bas, je n'aurai pas de Lamborghini et je n'aurai pas de jet parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais en fait, tu as de l'argent pour les dépenses du quotidien, pour faire ce que tu as envie de faire, pour éduquer tes enfants, pour si tu as beaucoup travaillé et tu as envie de partir, prendre l'avion, partir 3 jours et revenir le lundi comme si de rien n'était, tu as de l'argent. Et si tu as envie de voilà, avoir, je sais pas, une nounou pour qu'elle puisse s'occuper de tes enfants et qu'ensuite toi, quand tu as fini de travailler, tu puisses passer du temps de qualité avec tes enfants et que tu ne sois pas énervé parce que tu es du matin au soir avec tes enfants qui te crient dans les oreilles. Ces dépenses du quotidien qui sont en vérité, qui ne devraient pas être un luxe, mais qui le sont pour la plupart des salariés. Et ben, c'est ça que ça a changé l'entrepreneuriat pour moi, c'est que le fait de gagner de l'argent, ça te permet de te faciliter le quotidien et d'avoir une vie équilibrée. Si tu as envie d'aller en vacances, tu peux aller en Thaïlande. Tu peux aller faire une Umrah. Tu peux aller même, voilà, on a un petit groupe d'amis entrepreneurs. Si tu veux, tu dis, allez, en plein milieu de l'année, tu dis, j'ai envie d'aller faire une Umrah 4 jours. Prends que 4 jours, où tu as envie d'aller visiter le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu prends 4 jours, tu fais l'aller-retour. Tu vois, même, ça coûte de l'argent. Mais quand tu es entrepreneur, tu as l'argent pour ces choses-là, qui ne devraient pas être un luxe, mais qui le sont devenus pour la plupart des salariés aujourd'hui, qui sont ric-rac, qui doivent vérifier le prix de la viande en fin de mois pour savoir s'ils peuvent mettre un morceau de beefsteak pour leurs enfants dans leur caddie. Et c'est ça qui est dommage. Donc l'entrepreneuriat, ça te permet de la liberté financière, mais pas au sens de Lamborghini, jet privé, etc. Ça, c'est un cliché, c'est pas ça qui va rendre heureux. C'est pouvoir mettre dans ton caddie ce que tu dois mettre sans avoir à prendre ta calculette sur ton téléphone portable. Et je vais dire une chose, c'est un rappel que m'avait fait mon premier mentor en business et dont je me suis souvenu toute ma vie. Et c'est un rappel qu'au départ, j'avais pas compris parce que il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu vois, Slimane, avec ton associé, parce qu'à l'époque, mon premier business, on avait la chance d'avoir un mentor et j'étais avec un associé. Il m'a dit, tu vois, je vous vois avec Jalel, je vous vois comme ça, galérer, etc. Moi, ça me fait sourire. Je lui ai dit, pourquoi ça te fait sourire? Non, on pleure, toi, tu rigoles. Il dit, non, mais parce que c'est normal, en fait. Et si tu restes à t'améliorer mois après mois, année après année, tu verras, dans 10 ans, tu vas te retourner, tu auras même mieux que ce que moi, j'ai accompli. Tu vois? Et il m'a dit, tu auras réussi le jour où tu pourras aller au centre commercial et mettre dans ton caddie ce que tu as besoin de mettre sans avoir à prendre ta calculette. Et au début, moi je me souviens à l'époque, ce que je me suis dit dans ma tête quand il a dit ça, je me suis dit, ben ouais, c'est bien de mettre ce que tu veux dans le caddie, mais c'est pas ouf non plus. Ouais. Moi je pensais avoir une grande maison, une Lamborghini, une Ferrari, etc. En fait, j'avais pas compris que c'était imagé, ce qu'il me disait. J'avais compris que dans le sens apparent du caddie au centre commercial. Lui, il m'a fait comprendre que la vraie réussite, c'est pas d'avoir une Lamborghini, c'est de pouvoir dépenser ce que tu as à dépenser pour toi et ta famille au quotidien sans avoir à compter. Aller en vacances, payer des écoles privées à tes enfants, leur payer des habits quand ils en ont besoin sans se dire « ouais, ben non, là, il a ses chaussures trouées, mais là, il n'y a plus d'argent, je suis obligé d'attendre 3 mois, le temps d'économiser un peu. » C'est ça qu'il voulait signifier. Et c'est vrai, la raison, c'est ça, la vraie liberté financière. Et est-ce que c'est important aussi pour toi la liberté géographique ? Grave, bien sûr. Je dis ça pour moi, déjà, et pour la plupart des gens qu'on accompagne ces dernières années à la Wake Up. C'est des gens qui veulent partir du pays dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils vivent actuellement. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas heurter les sensibilités, mais je suis sûr que vous devinez. Ils veulent partir. Pourquoi ils ne partent pas? C'est devenu invivable pour eux. Pourquoi ils ne partent pas? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et le plus court chemin, le moyen le plus rapide pour amasser un pécule et pouvoir aller vivre dans le pays où on va respecter tes valeurs, où on va te laisser éduquer tes enfants comme tu as envie de les éduquer, bah, c'est pas d'économiser 100 € par mois avec le maigre salaire que ton employeur il te donne à la fin de chaque mois. Parce que là, tu en as pour 15 ans ou 20 ans.
d'accord, c'est de lancer un business. Parce qu'en quelques mois, ça y est, tu peux faire la transition. Et si j'étais pas entrepreneur, si j'étais pas salarié, si j'étais resté salarié, pardon, je serais certainement pas actuellement en train de vivre dans le pays dans lequel je souhaitais vivre. Je serais probablement en train de vivre dans un pays par défaut, dans un pays dans lequel je suis pas à l'aise et dans lequel on m'a fait comprendre qu'on veut plus de moi. Mais je suis obligé d'y rester même si on veut plus de moi parce que j'ai pas assez d'argent pour aller vivre là où j'ai envie de vivre. Ok Slimane, écoute, je te remercie pour avoir pris tout ce temps pour répondre à mes petites questions. Merci à toi Caroline de m'avoir invité. Alors où est-ce qu'on peut te suivre et en apprendre plus sur toi? Alors le canal principal où je donne de la valeur toute l'année, où je suis présent toute l'année, où je réponds aux messages toute l'année et où on diffuse toutes les infos de la Wake Up, toute l'actualité et ô combien ces derniers mois et dans les mois qui arrivent, elle va être très chargée l'actualité de la Wake Up. Donc la team, je vous conseille de rester connecté. C'est tout simplement mon compte Instagram, I am Slimane. I am comme en anglais, je suis. Slimane, mon prénom avec un E à la fin. Ok. Et un dernier mot pour motiver tous ceux qui nous écoutent à oser se lancer. Je vais reprendre un truc qu'on a déjà dit, comme ça va me permettre d'insister, c'est arrêter de vous poser trop de questions. Les questions, elles amènent les doutes. Les doutes, ils amènent les blocages. Et regarde, les gens qui font, la plupart du temps, les gens qui font rien dans leur vie, qui tournent en rond, c'est les gens qui se posent trop de questions. Si on a pris l'habitude, ne serait-ce que pour choisir la couleur du pantalon qu'on va mettre aujourd'hui, si on a pris l'habitude de réfléchir 20 minutes, on n'a plus du coup d'énergie mentale, parce que plus tu réfléchis, plus tu te tritures l'esprit à te poser des questions dans tous les sens, moins tu as d'énergie mentale. Et si tu prends trop de temps à réfléchir sur des choses qui sont futiles, c'est normal que tu n'as plus d'énergie mentale pour prendre les vraies grandes décisions que tu dois prendre pour ta vie. Comme par exemple, allez, là c'est bon, l'année prochaine on s'expatrie. Ou là c'est bon, cette année, je me lance en business, j'arrête de me poser trop de questions. Just do it. Fais-le. Et arrête de te poser trop de questions. Et avant de le faire, rappelle-toi que le plus risqué, c'est de ne pas le faire. Et c'est là que tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai en fait. Le plus risqué, c'est pas le faire. Qu'est-ce que j'attends? Vas-y, j'y vais. Merci Slimane. Merci à toi, Caroline.